Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à un sujet, en tout cas une préoccupation, qui a toujours été présente dans les entreprises, mais qui devient en cette période trouble un vrai sujet de responsabilité sociale et environnementale. Ce sujet, c'est comment gérer les tensions et assainir les relations au travail. Alors, je m'appelle Christelle Carrette, je suis consultante chez Chronos. Chronos, qui est un cabinet de conseil et formation en management, en compétences comportementales et en efficacité personnelle. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui de Cécilia, qui sera notre modérateur durant ce webinaire. Bonjour Cécilia. Bonjour tout le monde. Et je suis également accompagnée de Stéphane, mon collègue. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Bonjour Christian. Super Christian. Et toi? Bon, ça va pas trop mal. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, je voudrais pas te déranger, non. Mais si. Attends. Je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est compliqué en ce moment avec Pierre, tu sais, il m'a mis un tacle, parce que, j'avais pas assez d'interventions au planning sur, mars-avril et voilà, tu verrais comment il m'a parlé, c'était horrible. En plus, moi, je fais tout ce que je peux pour remplir le planning, mais à chaque fois, c'est pareil, quoi que je fasse, de toute façon, ça va jamais avec lui. Ah oui, mais tu sais, bon, il a besoin quand même de s'assurer de la bonne gestion, quoi. La bonne gestion du planning, c'est quand même la base, hein, chez nous. C'est dans ses responsabilités, hein. Mmh. Pourquoi tu consultes pas, tu sais, l'agenda global, quoi, prévisionnel? Oui, Tu devrais oui, anticiper un peu comme ça, quoi. mais en fait, je l'ai fait, mais j'ai des annulations à cause du covid. C'est pas ma faute, j'y peux rien, moi. Tu lui as expliqué? Mais oui, je lui ai expliqué, mais tu sais, il s'en fiche. Lui, ce qu'il voit, c'est l'agenda. Le reste, il s'en fout. Puis à cause de ça, je vais devoir aller à Ajaccio, en mars et en avril. Attends, c'est super Ajaccio en mars et en avril, c'est super. Et tu vas voir, et ça va bien se passer, ça va bien se passer. Je suis sûr que ça va s'arranger. Vous allez trouver une solution, il n'y a pas de problème. Mais tu marrant, toi. Mais qu'est-ce que tu connais de ma vie? Toi, tu plus de problème, toi. Tes enfants, ils sont grands, tu rien à gérer. Puis avec Pierre, tu t'entends super bien. Enfin voilà, ça se passe pas comme moi. Tu me fais rire. Tu peux pas te mettre à ma place, Stéphane, c'est pas possible. Oh, toutes nos excuses pour cette conversation qui semblait bien démarrer pourtant. Voilà un exemple simple de jeu psychologique installé entre Christelle et moi. Un mal-être a été exprimé par Christelle et un sentiment de frustration est né chez moi de cette séquence. En soi, cet exemple de conversation n'est pas forcément avec des conséquences importantes, mais ces jeux sont le quotidien de la vie en entreprise et certains durent, s'installent dans le temps, sont porteurs de tensions plus ou moins fortes et avec des conséquences plus ou moins lourdes. Alors voilà comment va se dérouler ce webinaire. Nous allons rapidement recontextualiser le sujet et puis décrire les sources principales de tensions en entreprise. On verra ensuite comment identifier les tensions naissantes qui peuvent nuire au climat social d'une équipe. Nous aborderons le triangle dramatique dans sa vraie version. Je dis dans sa vraie version parce que beaucoup d'erreurs en fait sont commises et relayées sur le triangle dramatique. De plus, et c'est l'apport principal du modèle de Stephen Karpman, il existe une réponse précise, à la fois simple et puissante, qui nous permet d'éviter ou de sortir de ces jeux, d'être pleinement nous-mêmes tout en respectant l'autre. Alors d'abord, quelques éléments de contexte. En septembre 2021, donc il y a à peu près 6 mois, OpinionWay a réalisé une enquête relayée par Ouest France auprès de salariés du privé et du public. Et l'enquête, elle dit ceci. 2 tiers des salariés passent en moyenne 3 heures par semaine, soit 20 jours par an, à composer avec de petites tensions, voire de véritables confrontations. Il s'agit de tout différent, toute perturbation dans la relation aux autres, qui affecte le déroulement de l'activité du salarié et donc sa performance. Cela représente simplement 152 milliards d'euros par an en termes de temps de travail. Et par ailleurs, selon une étude Proconsult, les problématiques relationnelles sont la première source de souffrance au travail avant l'épuisement professionnel. Alors, sans tomber dans la dramaturgie, évidemment, il est indispensable pour les entreprises de prendre en main ce sujet au vu de l'impact
social, sanitaire et économique. Pour ce faire, l'entreprise doit pouvoir identifier la nature des sources de conflits récurrents au sein de sa structure. Il peut s'agir de conflits d'intérêts, par exemple des objectifs qui divergent, qui se confrontent, ou une interdépendance dans l'atteinte des objectifs qui n'est pas encadrée ni régulée de manière efficace. Il peut aussi s'agir de conflits idéologiques liés à des divergences de valeurs, d'opinions. Il peut s'agir également de conflits de personnes pouvant être liés à des peurs personnelles, des luttes de pouvoir, la méconnaissance de l'autre, et puis de vrais comportements hors jeu, hein, voire manipulatoires, qui existent aussi bien sûr dans l'entreprise. Plusieurs niveaux d'action sont envisageables. Pour commencer, l'entreprise fera en sorte d'aligner les objectifs des différents services, par exemple avec des OKR. Mais au sein de l'entreprise, la plus grande partie des salariés n'a pas la main sur la définition de ces objectifs, ni sur le contexte incertain et anxiogène que nous vivons. Il y a une chose en revanche qui est sous le contrôle de tous, c'est la qualité relationnelle que nous offrons aux équipes et aux collègues de travail. Sur ce point, chacun est en mesure et capable de contribuer à un climat social positif et constructif dans l'entreprise. Et donc, il existe un outil qui permet de décrypter simplement et surtout sans jugement de valeur les situations relationnelles qui provoquent des tensions. Eric Berne, fondateur de l'analyse transactionnelle, donne un nom à ce type d'échange. Il les appelle les jeux psychologiques, qui sont la plupart du temps inconscients et auxquels nous jouons tous, sans être de grands manipulateurs ni des pervers narcissiques. Les jeux psychologiques, eh bien, ce sont des séries d'échanges avec des messages cachés qui provoquent des sentiments de malaise, pouvant aller jusqu'à des conflits, comme la scénette qu'on a faite en introduction. Nous pouvons raisonnablement conclure qu'il y a un jeu lorsqu'après une discussion, nous ressentons une forme de mal-être. Nous avons le sentiment de n'avoir pas pu exprimer ce que nous voulons vraiment exprimer, ou le sentiment de s'être fait avoir, ou même une forme de délectation malsaine quand on a renvoyé son interlocuteur dans ses 22. Bref, une situation relationnelle insatisfaisante, probablement liée au fait que vous et votre interlocuteur avez endossé un rôle. Alors, Eric Berne a identifié plus d'une centaine de jeux. Certains vous parleront sans aucun doute. Le fameux oui, mais j'ai pas eu le temps. Oui, mais Pierre est plus sympa avec toi qu'avec moi. Oui, mais mon secteur commercial est particulier. Oui, mais si je lui parle, de toute façon, il m'écoutera pas. C'est un des jeux les plus joués dans le monde de l'entreprise et dans la sphère privée. Alors un autre, un collègue se plaint d'être débordé, éreinté. C'est un jeu auquel on joue également beaucoup au travail et en famille. La personne s'arrange pour être complètement débordée, ne demande pas d'aide, hein, évidemment, afin de pouvoir se plaindre. Un autre exemple de jeu. Allez, on y va, Stéphane? Christelle, tu as fait le reporting que je t'avais demandé. Désolée, j'ai pas eu le temps. Bon, bah, écoute, tu peux me le faire pour quand? Ah, ça y est, ça recommence. J'en ai marre de ces reportings. De toute façon, personne les lit. Ça, c'est comme les réunions du lundi, ça, c'est pareil. On perd 3 heures en réunion. Va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose pour l'efficacité dans cette boîte. Oh, Christelle me fait une belle scène. C'est comme ça que le jeu s'appelle d'ailleurs, pour éviter le sujet sur lequel elle est en difficulté. Un dernier, Christelle? Allez, le jeu s'appelle Coincé. Stéphane, je voudrais demander une promotion à Pierre. Je voudrais devenir responsable pédagogique. Ah, c'est bien ça. Responsable pédagogique? Ah ouais, enfin, bon, ouais, ouais, ouais. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, 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 mais je voudrais pas te décourager, Christelle, t'es quand même gentille, quoi, hein. Bon, je te le dis quand même, moi, ça fait 10 ans que j'attends une évolution, 10 ans, hein. Et bah, maintenant, je vais arrêter d'attendre, c'est pas la peine, quoi, hein. Ici, tu sais, c'est un peu à la tête du client. Responsable pédagogique, c'est un beau projet pour Chronos, pourquoi pas moi? Ah oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est pas toi le problème. Mais déjà, bon, passer d'employé à un statut de cadre, bon, là, je pense que tu rêves un Ah, peu, hein. Olivier, tu sais, il avait déjà postulé à ce poste-là et il est moins récent que toi, hein. Euh, et puis en plus, il est bon, lui, dans son métier. Euh,
Pourtant, ben, il n'a pas eu le poste, hein. Il a pas eu le poste. Et puis, tu sais, vu les investissements sur le digital, la pédagogie, tu sais, bon, moi, je dis ça, je dis rien, hein, mais bon courage. OK. Alors, il est bien pourri ce jeu-là, hein. Je parle à un collègue de mon projet et il me casse mon rêve. Voilà, il démonte un à un tous mes espoirs. Alors, Stephen Karpman est parvenu à un coup de génie, c'est de définir le concept de jeu dans sa plus simple et plus pure expression, sans en réduire le champ. Il a constaté que ces jeux ont tous un point commun. Ils se jouent à partir de 3 rôles possibles. Karpman n'avait jusqu'ici jamais formalisé l'ensemble de ses travaux qui ont de ce fait été l'objet de beaucoup d'interprétations erronées. Cela ne fait que 2-3 ans que Pierre Agnès et Jérôme Lefebvre, dont je vous citerai l'ouvrage en référence en fin de webinaire, ont, avec Stephen Karpman, modélisé le concept et permis de certifier des personnes au vrai triangle de Karpman. Il se peut donc, si vous connaissez ou pensez connaître le triangle de Karpman, que vous soyez surpris par certains éléments de présentation du concept. Alors, avant de partir à la découverte du triangle, il est nécessaire de partir des principes fondamentaux issus de l'analyse transactionnelle. D'abord, le postulat que tous les individus naissent et sont OK. C'est-à-dire qu'en tant qu'individus, dans notre essence même, nous avons tous la même valeur intrinsèque. Il est donc indispensable de différencier l'individu de ses actes, de distinguer l'être, qui est toujours OK, du faire, qui lui ne l'est pas toujours. Autre principe, du petit homme jusqu'à son lit de mort, l'individu a besoin de signes de reconnaissance pour exister, évoluer dans ce monde. D'ailleurs, ces besoins doivent être nourris régulièrement. Il peut y avoir une satisfaction positive de ces besoins, mais aussi une satisfaction négative, qu'un individu préférera toujours au fait de ne pas avoir de signes de reconnaissance du tout. Troisième principe, pardon, la plupart des jeux psychologiques sont inconscients. Nous jouons tous et inconsciemment la plupart du temps. Il est également important de souligner qu'un rôle n'est pas une personne, mais bien un rôle qui justement nous évite de nous montrer tels que nous sommes. Enfin, une précaution oratoire s'avère nécessaire. Lorsque nous aborderons le rôle victime, nous aborderons un rôle qu'on s'attribue et non une victime réelle. Voyons ce fameux triangle dramatique. C'est un plateau de jeu, avec la pointe vers le bas pour montrer son instabilité. Il est constitué de 3 positions de joueurs à chaque extrémité et à équidistance. Le persécuteur, le terme de bourreau n'existe pas dans le modèle de Karpman. Le sauveur, le terme sauveteur n'existe pas non plus. Et la victime, en bas du triangle. Déjà, vous pouvez vous dire que toute autre présentation du triangle n'émane pas du Karpman Process Model. Précision importante, aucun rôle n'est meilleur qu'un autre. Ce sont 3 rôles négatifs. Il n'y a pas les méchants persécuteurs, les sauveurs héroïques et les gentils victimes. De la même manière, il n'y a pas d'un côté les managers persécuteurs ou sauveurs et les collaborateurs victimes. On tient beaucoup à cette précision, surtout dans le contexte actuel où l'on fait peser beaucoup de responsabilités sur les managers. Alors, voyons d'abord d'un peu plus près ces 3 rôles. Le rôle persécuteur. En fait, lui, il confond la puissance avec violence et proposer avec imposer. Il cherche à impressionner, à intimider, en dénigrant, en rabaissant l'autre. Ses croyances, à l'instant T, j'ai plus de valeur que les autres. J'ai le pouvoir de les rendre malheureux, coupables, redevables. Je dois agresser pour qu'on m'écoute, pour avoir gain de cause. Il peut y avoir des sous-entendus dans le discours, du sarcasme, parfois un humour dégradant, auquel on n'est pas censé répondre. Le ton est souvent cassant, moqueur, accusateur, méprisant. Les pensées associées au rôle, qu'est-ce qu'ils sont stupides les autres. On ne peut pas compter sur eux. C'est leur faute. Ils sont incapables. Alors, quelques exemples de phrases sympathiques émanant de ce rôle. C'est ta faute. Tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. T'as rien compris encore une fois, hein. Mais je suis pas assistante sociale, hein, alors tes problèmes, tu les laisses à l'extérieur de l'entreprise. Hein. Franchement, t'as pas d'humour. Est-ce que tu es susceptible? Oh ben ça m'étonne pas de toi, tiens. Ah, c'est censé être intéressant ce que tu nous dis, hein? Ah bah, on n'est pas à l'abri d'apprendre un truc, hein? Alors, lorsqu'il y a une attaque, de l'ironie, de l'accusation,
elle vient du rôle persécuteur. Si le message est tu n'as pas de valeur, c'est le rôle persécuteur. Alors, si vous avez d'autres exemples de phrases sympas, n'hésitez pas évidemment à nous les partager dans le chat. Le rôle de sauveur, c'est lorsqu'on confond le fait d'aider quelqu'un qui le demande avec sauver quelqu'un qui n'a rien demandé. Le sauveur va priver l'autre de son autonomie, lui fait endosser ou le conforte dans un rôle victime. Ses croyances à l'instant T sont les autres ont besoin de moi, j'ai le pouvoir de les rendre heureux, meilleurs, je dois aider mon prochain, je sais ce qui est bon pour l'autre, cette pauvre petite chose, sans moi il ne s'en sortira pas. En fait, le discours se veut aidant, mais il est complaisant, condescendant, infantilisant. N'est-ce pas, mon petit Stéphane? Maternante, la voix est maternante, réconfortrice, le visage a l'air désolé, compatissant. Alors, quelques petites phrases bien moisies du rôle sauveur. Laisse, Christelle, je m'en occupe. Ah, mais je suis pas venue te voir parce que je ne voulais pas te déranger, voyons. Si tu veux mon avis, c'est parce que tu es trop sensible. Enfin, je dis ça, c'est pour toi, hein. Sauf qu'en fait, je lui ai rien demandé. Laisse-moi faire, je vais parler à Pierre du problème que tu rencontres. Tu sais, je le connais bien, il comprendra. Mais je ne t'ai pas parlé pour que tu interviennes. Alors pareil, si vous avez quelques phrases sympas, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Dès que j'agis sans vérifier que la personne a besoin d'aide, je prends le risque de basculer dans le rôle sauveur. Dès qu'il y a un conseil qui n'est pas demandé, le rôle observable est bien celui du sauveur. Le rôle sauveur a ceci de terrible qu'on a quelqu'un qui se prévaut d'une bonne intention. Donc on peut se trouver en difficulté pour réguler le rôle de sauveur. Voilà, persécuteurs, victimes sont un peu plus faciles à dénoncer. Mais celui-là peut nous donner un sentiment de redevabilité malsain, insidieux. Le rôle victime, lui, il confond se plaindre et demander de l'aide. Ses croyances, à l'instant T, j'ai moins de valeur que les autres, je dépends des autres, je suis pas capable de me prendre en charge, je suis impuissant face aux situations, personne ne m'aime, je le mérite même si c'est pas ma faute, c'est trop injuste, ça n'arrive qu'à moi. Le discours est fait de plaintes, d'autodérision, avec un rire de pendu, du style c'est tout moi ça. Il peut inviter à la moquerie ou à l'agacement. La voix est plaintive, fataliste. Le visage est inquiet, triste, désemparé. Il y a les gestes d'impuissance, le visage vers le bas, le regard de chien battu. Allez, quelques petites phrases caractéristiques. On y va. J'en ai marre, c'est toujours sur moi que ça retombe. Je suis vraiment nulle. Ouais, mais j'ai pas eu le temps, je suis complètement débordé. Je fais ce que je peux. J'aimerais bien lui parler, mais ça servira à rien. Est-ce que je peux t'embêter 2 secondes? Ah non, 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 je vois bien que je te dérange là. Non, non, désolée, vraiment, je suis désolée. Voilà, comme pour les autres, n'hésitez pas à nous faire quelques propositions. Alors, qu'est-ce qui fait que nous endossons ces rôles, quitte à basculer dans des situations de tension relationnelle? Pendant que nous jouons, nous avons un sentiment fort d'exister. Nous sommes très stimulés, nous fabriquons de l'adrénaline et nous recevons beaucoup de signes de reconnaissance, même s'ils sont négatifs. Nous avons ce sentiment d'exister. Et puis, les jeux peuvent servir à confirmer nos croyances. Après un jeu, il se peut que nous nous disions, je savais que ça finirait mal avec lui. Décidément, personne ne peut m'aider. Je savais bien qu'on ne pouvait pas faire, on ne pouvait pas faire confiance à une autre personne. Comme d'habitude, ça tombe sur moi, etc., etc. Et nous avons par ailleurs le sentiment inconscient, sentiment inconscient de pouvoir sur l'autre, puisque nous avançons masqués. Nous avons le sentiment de nous protéger en masquant notre vulnérabilité, nos responsabilités ou notre besoin d'être aimé. Il faut savoir aussi qu'une personne peut endosser un des trois rôles sans vous inviter à un jeu. Par exemple, j'en ai marre, c'est toujours pareil quoi, dans cette boîte. Ou ces nouvelles générations, attends, tous des débiles quoi, hein. Je dépose ça comme ça à qui veut l'entendre. Peut-être que quelqu'un prendra la balle au bon ou pas. En revanche, si quelqu'un vous interpelle pour vous proposer de jouer, alors nous appellerons cela une invitation. C'est un geste que l'on
où l'on cherche à contraindre l'autre à répondre. Allez, on ne peut pas faire les 9, mais quelques-unes. Alors, persécuteur invite sauveur. S'il te plaît, donne-moi une bonne raison de ne pas te coller à un avertissement après ce que tu viens de faire. Vous voyez, ça c'est genre, vas-y, sois sympa, aide-moi, à ne pas te persécuter, hein, parce que sinon tu vas dérouiller. Alors j'en ai une belle aussi en persécuteur invite sauveur. «Dis-moi Stéphane, je t'ai bien recruté pour, tes compétences de vendeur, c'est bien ça? Rappelle-moi». Vous voyez là, on voit bien l'invitation: «Aide-moi pendant que je te persécute». Alors sauveur invite sauveur. Alors ça, c'est un sport national dans certaines, équipes. Je t'en parle, c'est pour toi, hein, Mmh. mais tu dis pas que c'est moi qui te l'ai dit, hein. Victime invite persécuteur. Mais dis-le que je te dérange, je le vois bien de toute façon. Donc là, c'est s'il te plaît, confirme-moi que je suis quelqu'un d'inintéressant, de pénible, que je suis de trop ici. Victime invite sauveur. Oh là là, Stéphane, j'ai pété ton ordinateur, je suis vraiment désolée, je sais pas où me mettre. Si tu savais, j'en dors plus la nuit, je sais pas quoi faire pour me faire pardonner, Stéphane, je suis tellement désolée. Alors, celle-là, j'aime beaucoup parce que non seulement le type vous pète votre disque dur avec tout votre travail dessus, mais en plus, il fait en sorte que ce soit vous qui vous sentiez mal, voire coupable, et prompt à le consoler d'avoir fichu votre travail en l'air. Alors, un élément peu connu, c'est le fait que, pardon, hop, un élément peu connu, c'est le fait que la plupart du temps, nous jouons les trois rôles en même temps. Mais l'un est plus présent sur le plan social et observable que les autres dans les mots comme dans la gestuelle. Nous allons vous donner quelques exemples concrets du fait qu'on joue les trois rôles en même temps. Par exemple, Stéphane est mon manager, il doit m'annoncer que ma demande d'augmentation a été refusée. Il se positionne en victime parce qu'il ne partage pas la décision. Il m'explique les raisons de ce refus en faisant un inventaire à l'après-vert de mes manques, de mes lacunes. Inconsciemment, il communique essentiellement depuis le rôle persécuteur, mais dans une intention de me sauver en me convainquant que c'était une décision juste. Un deuxième exemple, je ne délègue pas. Je dis des phrases comme laisse, 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 je vais le faire, t'embête pas avec ça, je m'en occupe. Je prends le rôle social sauveur, mais je me conforte dans un rôle victime. Je pourrais ainsi me plaindre que je suis complètement débordé. Je pourrais même endosser un rôle persécuteur, car si je suis débordé, c'est parce que mes collaborateurs sont incapables de faire aussi bien que moi. Et la boucle est bouclée. Allez, un dernier, je dénigre mon entreprise depuis le rôle persécuteur parce que je me sens victime d'une injustice. Avec ce rôle victime, je m'autorise à lui nuire. Donc, je me sauve moi-même en me trouvant de bonnes justifications pour avoir des comportements inadéquats. Et oui, nous jouons également avec nous-mêmes. Nous avons des jeux internes. Cela nous permet de confirmer certaines croyances, de nous raconter des histoires comme quel imbécile, franchement, t'aurais pu faire mieux, hein. Comment as-tu pu? Alors, je ne sais pas si vous arrive de vous insulter vous-même à haute voix, mais voici un bon moyen de s'auto-persécuter, de se faire du mal, de se punir. Et certaines personnes vont bien plus loin parfois, malheureusement, pour se punir. Ou alors un bon moyen de se confirmer qu'on a peu de valeur, c'est l'auto-apitoiement. Non seulement on n'a pas beaucoup de valeur, mais en plus on n'a pas de chance et ça, c'est vraiment trop injuste. Enfin, combien de fois nous nous auto-sauvons en nous trouvant des excuses pour ne pas agir? Je vais quand même pas faire le premier pas. C'est lui qui a commencé. C'est à lui de venir me présenter ses excuses en premier. Je suis dans mon bon droit, moi, etc., etc., etc. Mais qu'est-ce qui fait que certaines invitations nous laissent de marbre et que d'autres nous font sortir de nos gonds? Nous avons ce qu'on appelle des hameçons, c'est-à-dire des points faibles qui peuvent nous faire réagir au quart de tour et entrer dans un jeu. Certains jeux durent longtemps, parfois même toute une vie. Beaucoup se répètent, et certains se terminent par ce qu'on appelle un drame ou un bénéfice final. Comment ça se passe? Mon collègue Stéphane accroche mon point faible depuis le rôle sauveur. Moi, je vais réagir et là, c'est l'escalade immédiate qui va m'amener à commettre une erreur que Stéphane va me faire payer. Coucou la miss, Là, déjà, il commence très fort. je voulais te dire, tu devrais prendre les choses un peu moins à cœur, quoi, tu sais. Moi aussi, avant,
Avant, j'avais tendance à réagir à chaud. Mais bon, depuis, tu vois, j'ai gagné en maturité, hein, et la vie est quand même beaucoup plus simple. Tu te fais du mal, tu sais. Ouais, OK, ouais. Non, non, mais attends, moi, je te dis ça, c'est parce que je t'apprécie. Ouais, alors c'est censé me réconforter ça, Stéphane? Non, parce que franchement, j'ai vraiment pas besoin d'entendre ce genre de truc. Donc si tu veux, pour le soutien, tu repasseras, OK? Donc là, j'ai mon sauveur Stéphane qui va me répondre par ce qu'on appelle un switch, c'est-à-dire un changement de rôle. Mais voyons, Christelle, pourquoi tu m'agresses là? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter autant d'agressivité? Je voulais simplement t'aider, moi. Hein? Tu vois bien que tu prends les choses trop à cœur, hein, c'est clair. Hein. De toute façon, on peut jamais rien te dire. Voilà, donc là, la démonstration, c'est que Stéphane, le sauveur, commence par sa phrase par le rôle victime, puis en profite au passage pour terminer sur un rôle persécuteur. Le switch, c'est ce changement de rôle de l'un des joueurs qui laisse l'autre pantois, déstabilisé. Stéphane, 1 point. Christelle, 0. L'étape de l'escalade est parfois plus longue et alimentée de beaucoup d'échanges, évidemment, dans la vraie vie. Alors, nous avons vu rapidement ce qu'était le fameux triangle dramatique et les rôles du triangle. Maintenant, voyons ensemble comment éviter ou sortir d'un jeu pour assainir les relations, favoriser des relations qui soient authentiques et saines. Le triangle dramatique est en réalité qu'une partie du modèle de Karpman. C'est le premier de 11 concepts. Le triangle compassionnel constitue la réponse que propose Karpman pour éviter ou sortir d'un jeu. C'est un outil qui n'est pas connu, hein, disons-le. Hein, nous voyons toutes sortes de propositions sur Internet, dans les livres, pour sortir d'un jeu. Or, celui que nous allons vous présenter est à la fois simple à comprendre, très puissant, et surtout, eh bien, c'est celui que le fondateur du modèle propose. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'approche compassionnelle de Karpman implique avant tout de la tolérance et de la compréhension. C'est avoir à l'esprit que nous jouons tous. C'est aussi avoir conscience que les gens ont une intention derrière un rôle. Il y a dans la plupart des cas une part d'intention positive, même toute petite part d'intention positive, et ce depuis les 3 rôles. Et c'est cette part d'intention positive que Karpman nous propose d'aller chercher avec ce protocole compassionnel. Donc c'est une approche humaniste à la fois de l'autre et de soi-même. Bon, alors ça donne envie de dire aimez-vous les uns les autres, mais là j'endosserai le rôle d'un sauveur bien connu. Et il n'est pas forcément question d'amour, mais de ceci. Nous aimons représenter l'être humain sous forme d'un iceberg, avec une partie qui est immergée et une autre qui est émergée. La partie immergée de cet iceberg, ça représente le moi profond de l'individu, qui il est, son vécu, sa vision du monde, ses intentions, ses croyances, tout ce qui est subjectif. Toute interprétation des intentions de l'autre, d'ailleurs, ne peut être que subjective si celles-ci ne sont pas exprimées. L'approche compassionnelle, c'est le postulat selon lequel il y a une part d'intention positive, aussi petite soit-elle, à aller chercher dans le rôle joué par l'autre. Bien sûr, il y a clairement des personnes consciemment manipulatrices ou des personnes qui se complairont dans des rôles. Mais dans la plupart des cas, l'utilisation des rôles est une maladresse. Et oui, quand je crie sur ma fille pour qu'elle range ses jouets, je suis dans un rôle persécuteur. Je lui crie dessus, mais en réalité, je me sens victime, moi, du bazar qu'il y a à la maison. Pourtant, je crie parce que j'ai envie qu'elle tienne compte de ce que je lui dis et aussi parce que je veux lui proposer un autre comportement pour qu'elle soit responsable et autonome quand elle sera adulte. Et donc, j'ai une intention positive à la fois pour moi et pour elle. Il sera nécessaire que je réponde positivement au rôle visible qui est joué par mon interlocuteur parce que, à l'instant même, je ne connais pas son intention profonde. En fait, Karpman utilise la logique de polarité comme Jung, donc les deux faces d'une même pièce, d'un aimant, la polarité qui est inhérente au vivant. Lorsqu'un système négatif existe, eh bien son opposé existe également pour maintenir un ordonnancement. Et c'est ainsi que chaque rôle a une version positive, une posture plus.
Donc le rôle persécuteur, eh bien, sa version positive sera ce qu'on appelle P+, une posture P+. La version positive du rôle sauveur est la posture S+, et enfin la version positive, positive, oui, c'est ça, du rôle victime, eh bien, c'est la posture V+. On va voir dans ce protocole à quel point la posture compassionnelle est indispensable pour que cela fonctionne. Alors, quelle peut être cette part d'intention positive chez une personne qui s'apitoie, qui s'autodénigre, qui se plaint, partie sur laquelle nous n'avons pas en réalité à porter de jugement? Il peut y avoir un besoin d'affection, d'autoprotection. Je dis du mal de moi, comme ça les autres ne s'en chargeront pas. Parfois, j'ai juste besoin d'exprimer une difficulté, mais je l'exprime maladroitement. Je n'ose pas demander d'aide, je me sens vulnérable. Et en fait, tout ça, c'est OK. C'est normal, c'est légitime de se sentir vulnérable. Je n'ai pas conscience que le rôle victime est un hameçon pour certaines personnes qui vont détester me voir me plaindre, ou d'autres qui vont me conforter dans ce rôle négatif en cherchant à me sauver. Et donc, je vais aller chercher ce sentiment légitime. Je vais chercher la part positive qui se cache derrière le rôle, en l'aidant à formuler une vraie demande. Montre-moi l'autre face, la face positive. Je vais même vérifier s'il y a une demande derrière le rôle. Je suis OK pour t'aider, mais à condition qu'il y ait une vraie demande qui soit formulée. Sauveur devient S+. Si on voyait la version positive du rôle sauveur, quelles pourraient être les belles choses qui se cachent derrière ce rôle? Il y a une énergie forte tournée vers vers les autres, pardon. Il y a une volonté de soutien, de rendre service aux autres. Le problème, c'est que parfois, je vais aller trop loin, je réponds à côté parce qu'en fait, on ne m'a pas fait de demande. Certains vont même parfois jusqu'au sacrifice de soi. Pensez à certains collaborateurs qui travaillent comme des dingues alors que ce n'est pas vous qui leur avez demandé. Il va falloir aller chercher au plus profond de nous l'envie et le courage d'adopter une posture compassionnelle face à une attitude qu'on peut juger parfois condescendante. Persécuteur devient P+. Si nous allons chercher la version positive du rôle persécuteur, nous trouverons les parts d'intention positive suivantes. Je veux montrer ma position, j'ai envie de faire bouger les choses, de montrer simplement ma présence, je veux faire valoir mon point de vue, j'ai quelque chose d'important à dire, j'ai besoin d'être entendu, et j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Là aussi, l'approche compassionnelle nécessite une envie et, je dirais, un certain courage pour assainir la qualité relationnelle et aller chercher cette intention positive. Alors, quel est le protocole de réponse P+? Le protocole compassionnel de réponse à une invitation qui vient du rôle persécuteur, c'est: j'accepte la discussion, donc le fond, mais en posant des conditions sur la forme. Je suis OK pour parler du sujet. Ça a l'air important pour toi, on va en parler. On va renégocier la forme, parce que celle que tu proposes, en fait, ne me convient pas. Discuter, oui, de tout, pas de problème, mais sans être agressé. Non, ça, par contre, je ne l'accepte pas. Et je vais te l'expliquer avec beaucoup d'assertivité et de douceur. Je reconnais que tu souhaites parler d'un sujet, tu m'en parles avec maladresse, c'est OK, ça arrive. Mais j'ai besoin qu'on se fasse un pacte de non-agression. Et là, ça va bien se passer. Allez, on y va. On va tester. T'as vraiment pas d'humour, Christelle, hein. Attends, on peut rien te dire en fait, hein. Tu prends tout de suite la mouche. Bah, l'humour, Stéphane, c'est vrai que c'est un sujet important dans l'entreprise. On a tous des curseurs très différents. Euh, c'est vrai qu'il y a des choses qui me font rire et c'est vrai qu'il y a des choses qui ne me font vraiment pas rire, effectivement. Quand tu me dis de façon péremptoire: «Tu as pas d'humour», c'est très définitif et ça, c'est pas acceptable pour moi. Ce que je te propose, bah, c'est qu'on parle de ce sujet, OK, mais on laisse de côté les jugements. Est-ce que ça te convient, Stéphane? Très bien, avec plaisir, Christelle. Allez, à mon tour. Écoute, Stéphane, je suis pas ta mère. Tes problèmes personnels, ils ne m'intéressent pas, OK? Donc tu peux les laisser dehors, s'il te plaît. Bon, vu la forme avec laquelle tu me réponds, je comprends que le sujet des problèmes personnels, ben, c'est important pour toi. Il y a quelque chose qui me convient pas, c'est la forme. C'est la forme que tu as utilisée pour me le dire.
Elle ne me permet pas de comprendre ce qui te pose précisément ce problème. Je vais te faire une proposition. Ce que tu me précises, enfin, ce que j'aimerais que tu me précises, c'est ce qui te pose problème sans les attaques, en ne gardant que le sujet. C'est OK pour toi? OK. Alors, vous voyez, on reste tranquille, totalement ouvert à l'autre, on accepte le sujet de façon inconditionnelle, on propose une autre forme de relation. À cet instant du webinaire, peut-être que, vous allez vous poser la question suivante: «Oui, mais c'est bien beau tout ça, mais si l'autre continue?» Et vous avez bien raison de vous la poser. Alors, première possibilité et heureusement d'ailleurs la plus courante, c'est que la personne se calme direct. Heureusement, le modèle fonctionne et la plupart des invitations se résolvent rapidement. Le protocole apporte du soin à la relation et aussi à l'affirmation de soi. La personne qui va être tentée par ces attaques est vite démasquée et ça peut l'amener à prendre conscience et à changer de ton. Mais je dois l'informer que ça ne me convient pas, au risque sinon de valider son comportement. Deuxième possibilité, la personne revient à la charge. Là, il est nécessaire de rester sur ce protocole P+, mais de prendre le temps d'échanger avec la personne dans un moment plus propice, parce que ce n'est peut-être tout simplement pas le bon moment. Troisième possibilité, je vais me rendre compte que grâce à cette offre compassionnelle que je propose et qui est refusée à plusieurs reprises, que l'intention de la personne est négative. Vous savez que le jeu ne s'arrêtera pas. On n'a pas d'autre choix que de dénoncer le jeu et laisser la personne jouer seule. On ne peut pas changer l'autre, mais on peut changer notre manière de réagir. Et l'offre relationnelle que nous souhaitons proposer. L'autre reste libre, comme nous d'ailleurs, d'accepter ou de refuser une relation saine. Le protocole S+, pour répondre à une invitation de sauveur. Là aussi, il va falloir aller chercher au plus profond de soi. Parfois, le sentiment de gratitude nécessaire pour réussir ce protocole auprès de quelqu'un qui veut m'aider, alors que je ne lui ai rien demandé, hein. Que dit le protocole, le compassionnel? D'abord, toujours remercier de l'intention positive, sans polémiquer, c'est-à-dire lui donner nos plus beaux remerciements. Pas pour l'action qu'elle souhaite réaliser ou qu'elle a réalisée, mais pour l'intention qu'il y a chez cette personne. Ensuite, négocier ou demander une autre forme de soutien. La personne qui veut nous aider n'est pas rejetée. On va juste réorienter son aide et on va voir ce que ça donne. Je vais appeler le client, Stéphane. Tu sais que je m'entends bien avec lui, et puis bon, on se connaît un petit peu sur le plan perso. T'inquiète, je vais gérer la situation. Je te remercie beaucoup, Christelle. C'est généreux de ta part. Je vois bien ton intention de m'aider avec ce client qui n'est pas forcément facile. Je vais te dire comment je fonctionne dans ce genre de situation. Euh, En fait, c'est important pour moi de le faire moi-même. Je sais que comment tu vas pouvoir m'aider, en revanche. J'aurais probablement besoin de faire un débriefing avec toi et de te raconter comment s'est passé notre échange. À mon tour, Christelle, je viens de voir parce que je me dois de t'alerter. J'ai bien vu que tu avais accepté de travailler sur le projet Schmurz parce que Pierre a insisté auprès de toi, hein. Je pense qu'il a profité de ta gentillesse, peut-être, hein. Je lui ai dit d'ailleurs qu'il avait abusé un peu. Alors, d'abord, je voudrais te remercier, Stéphane, parce que dans ce que tu me dis, il y a un souci de prendre soin de moi, et ça me touche. J'ai répondu oui à ce projet avec beaucoup de joie et de façon complètement libre. Mais tu vois, comme tu connais, ce client, en fait, tes conseils sur l'approche à avoir me seront très utiles. Voilà, il faut bien sûr l'envie et le courage, hein, et surtout être sincère. Si vous n'êtes pas sincère, bien sûr, le protocole compassionnel ne fonctionnera pas. Le protocole V+, voyons comment répondre à une invitation provenant du rôle victime. Nous vous proposons de valoriser l'expression de la difficulté, puis clarifier le besoin, la demande, s'il y en a une. Valoriser, oui,
parce que la personne fait une démarche. Elle exprime une insatisfaction et c'est déjà positif. Nous allons simplement l'accompagner pour exprimer les choses, non pas à partir du rôle victime, mais à partir de la posture V+, qui indique la vulnérabilité, mais aussi la volonté de changer les choses. Parce que je vois que le temps passe. On y va, on teste tout de suite? Christelle, je n'ai rien compris à ta présentation des chiffres. Tout ça, c'est trop compliqué pour moi. Et Stéphane, déjà, c'est super que tu m'en parles. Parce que voilà, déjà, je voudrais dire aussi qu'avec toi, je sais qu'à chaque fois, j'ai un feedback sur mon travail. Et ça, bah, c'est très précieux pour moi. De quoi tu aurais besoin exactement pour que ce soit plus clair? Allez, à mon tour. C'est compliqué. Alors, on va refaire la petite scénette du début. C'est compliqué en ce moment. Pierre m'a mis un tacle parce que j'ai pas assez d'intervention au planning. Tu verrais comment il m'a parlé. En fait, je fais tout pour que ça se passe bien, tu vois, mais quoi que je fasse, ça ne va jamais avec lui. Ça ne va jamais avec lui. Non, pas jamais, mais il est quand même beaucoup sur mon dos, quoi. Bravo, Christelle. Parce que, bon, je voyais que tu n'étais pas dans ton assiette. Là, tu exprimes les choses. Et le fait d'en parler, c'est un premier pas. Cela montre que tu as envie que la situation change. Et ça te ressemble bien. Par quoi pourrait-on commencer pour faire évoluer ta relation avec Pierre? Alors, nous avons vu le protocole compassionnel simple, donc très rapidement parce que le temps passe. Sachez qu'un deuxième niveau est possible pour les champions du protocole compassionnel. C'est ce qu'on appelle un protocole compassionnel complet qui permet de s'assurer de répondre au rôle social observable, mais aussi aux autres rôles qui sont joués en même temps. On va passer, Cécilia. Dernier élément, l'autocompassion est indispensable pour utiliser le protocole compassionnel avec l'autre. L'autocompassion, c'est cesser de jouer avec et contre nous-mêmes. C'est cesser de s'auto-persécuter avec des phrases odieuses que l'on se dit parfois en s'accordant des permissions et en respectant ses propres valeurs. L'autocompassion, c'est prendre soin de soi, mais aussi cesser de se trouver des excuses et des justifications quand on n'agit pas. Enfin, l'autocompassion, c'est cesser de s'apitoyer sur son sort, cesser de rire de soi, à ses dépens. C'est au contraire être conscient de ses vulnérabilités, mais avec une volonté forte de bouger, de changer une situation. Alors, nous avons vu comment éviter les jeux, travailler sa posture compassionnelle pour garantir la proposition de relations saines au travail. Le triangle dramatique sert à identifier les jeux, à les refuser, à éviter aussi d'en proposer, évidemment. Mais ce que nous souhaitons, c'est donner toute sa place au triangle compassionnel et de le faire connaître. Pour nous, c'est important. Alors, on a pris une petite liberté chronosienne dans la présentation des deux triangles. Et donc, je vais laisser la parole à Stéphane en conclusion de ce webinaire pour vous expliquer cette figure. Derrière la modélisation de Cartman se situe une symbolique qui est très puissante de notre relation à la réalité. Soit je suis tourné vers moi-même, auto-centré, cherchant sans cesse à satisfaire mes besoins à tout prix, parfois aux dépens des autres. Je me situe là directement dans le triangle dramatique, tourné vers le bas et génère du mal-être, des tensions et des conflits. Deuxième possibilité, je suis orienté vers mon écosystème, ouvert, vers et avec les autres, cherchant aussi à satisfaire mes besoins, ça m'est indispensable, mais en respectant ceux des autres. Je construis, à travers le triangle compassionnel, tourné vers le haut, une œuvre commune, viable, durable et équitable. Alors la bonne nouvelle de ce webinaire, c'est que, et c'est en conclusion, c'est que cela s'apprend à travers l'ajustement de notre alignement, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, ce que je ressens, le développement de notre empathie et le sens que je donne à mon chemin. Alors, il y a beaucoup d'autres concepts dans le Cartman Process Model pour inscrire une relation saine dans la durée, que nous n'avons bien sûr pas pu aborder en 40-45 minutes. Juste avant de répondre à vos questions ou commentaires, s'il y en a, voici le livre de référence de Jérôme Lefebvre et Pierre Agnès qui ont modélisé le concept avec Stephen Cartman. J'ai eu la chance de pouvoir me certifier au modèle avec eux et leur accréditation est très exigeante.
Donc j'en profite pour les remercier chaleureusement. Et enfin, si le sujet est un enjeu dans votre entreprise, que vous souhaitez prévenir les tensions en formant vos équipes à la mise en pratique de cette hygiène relationnelle, eh bien, je me ferai un grand plaisir d'en échanger avec vous. Vous pouvez télécharger notre offre ou bien nous contacter directement. À toi, Cécilia. Quelques commentaires, quelques questions. Donc, en exemple de phrases entendues ou vécues, on avait tu es sûr de tes compétences? Ah, c'est bon ça. Ça, c'est bon parce qu'en plus de ça, il y a un rôle sauveur, hein. C'est-à-dire que là, on sent le sous-entendu persécuteur, mais tu es vraiment sûre? Tu es sûr de toi ou tu veux que je vérifie? Ah, c'est beau ça. Là aussi, hein, on vient en aide à l'autre. Attends, je vais le faire, j'irai beaucoup plus vite. Ah, c'est bon ça. On voit bien en plus vraiment que les rôles sont joués en même temps. On voit que, voilà, il y a du persécuteur et il y a aussi le rôle sauveur. Et le rôle sauveur, là, c'est le rôle social. Je m'excuse de poser cette question qui va te paraître idiote. Oh, ça, oh là 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 là, ouais. Ensuite, donc d'autres remarques. Une question de Catherine, à partir de quel moment on bascule entre le jeu psychologique et le harcèlement? Quelques clignotants pourraient être partagés ou voilà, quand est-ce qu'il y a Oui. le… Alors, effectivement, merci pour. Est-ce que tu peux juste me rappeler le prénom de la personne, pardon? Catherine. Catherine. Alors, effectivement, Catherine, la différence, vous allez pouvoir la déceler en vérifiant, c'est-à-dire en utilisant le protocole compassionnel où vous allez vérifier l'intention de l'autre. C'est-à-dire que vous allez, à travers ce protocole compassionnel, proposer une autre forme de relation, une relation constructive. Et donc, si vous appliquez correctement ce protocole, où vous soignez la relation à l'autre, où vous lui proposez une autre forme de relation et que la personne continue, vous pouvez vous dire dans un premier temps qu'il, voilà, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, vous allez pouvoir reporter la conversation. Vous allez revoir cette personne, d'accord? Et là, vous voyez qu'en fait, les attaques continuent. Dénoncer le jeu, c'est-à-dire, alors je sais pas, on va appeler cette personne Stéphane. Stéphane, je vois que tu maintiens ta position et donc je vois que tu maintiens ta position. Je ne perçois pas chez toi une volonté de changer la situation. Donc, ce que je te propose, c'est d'y réfléchir et de te positionner. Et là, vous refixez rendez-vous. Si les choses ne bougent pas, oui, vous pouvez très clairement conclure qu'il y a des intentions négatives. Et là, pour nous, c'est vraiment très, très important de différencier ces rôles avec une situation de vraie victime. Pour nous, voilà, quand on est harcelé, on n'est plus dans un rôle. Là, en revanche, on parle de vraies victimes. J'amènerai juste un complément. Le persécuteur attend votre réaction. Or, si son agression glisse sur vous, ben, le jeu ne peut pas se faire. Glisse sur vous. Et ça demande effectivement, quand on parlait de l'alignement personnel entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que l'on ressent, là, on est vraiment ça. Ça vous fait une sorte de barrage. C'est-à-dire que vous refusez de jouer au jeu avec le persécuteur. Et bien sûr, il y a des personnes qui vont jusqu'à déclarer des guerres, hein. Donc, selon les intentions, forcément, il y a des personnes qui ont des intentions négatives, hein. On n'est pas en train, évidemment, de dire que ça n'existe pas. Mais en l'occurrence, dans 90% des cas, il s'agit évidemment de maladresse, de type de langage, de jeu interne, de croyances internes. Et donc, nous, notre responsabilité, c'est de proposer une autre offre relationnelle à cette personne. Alors, une situation vécue par Linda qui demande comment réagir face à un manager qui a parlé à un collaborateur en lui disant arrête de faire le toutou de un tel. Parce que c'est un clash qui a eu énormément d'impact pour le collègue et pour les autres collaborateurs qui l'ont entendu. Arrête de faire le toutou de. Ah oui, puis ça a été dit en collectif, Voilà. évidemment. Il faut savoir que là, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'un rôle social persécuteur, j'inviterai Linda à appliquer le protocole P+, bien sûr, en l'occurrence en tête-à-tête.
si vous êtes dans un jeu et que vous êtes dans un moment de stupeur où vous ne savez pas répondre. Parce que évidemment, nous, on tombe encore dans des jeux. Voilà, c'est pas quelque chose on joue encore beaucoup. On a beau être outillé, voilà, c'est des choses, on tombe, on se fait encore avoir, évidemment. Rien ne vous empêche d'aller revoir la personne après à froid et effectivement d'appliquer le protocole compassionnel une fois que vous avez retrouvé la pensée claire. Voilà, il peut nous arriver évidemment de perdre la pensée claire à l'instant T. Quand on reçoit un scud comme ça ou une attaque, on n'a pas forcément notre sabre laser qui est déjà sorti. Il nous faut parfois un petit peu de temps, un peu de recul. En revanche, il est vraiment important de revoir la personne. Le risque majeur, c'est de se dire, bon allez, maintenant que c'est passé, je laisse tomber, je passe à autre chose. Si vous faites ça, vous validez le comportement de la personne. Donc, appliquez-le même à froid. Une fois que vous avez la pensée claire, vous avez la présentation du webinaire, vous avez le livre de Jérôme et Pierre, et je vous assure, vous avez beaucoup de techniques pour appliquer ce protocole compassionnel. Question de Axel. Quoi faire face à une personne de mauvaise foi? Eh ben, on y est. La personne de mauvaise foi, c'est exactement pour le coup quelqu'un qui va être dans un jeu et qui inconsciemment cherchera peut-être à avoir raison. Et donc là, en l'occurrence, c'est comme ce qu'on se disait tout à l'heure, quand on vérifie, j'applique le protocole compassionnel, je vérifie à travers le protocole compassionnel l'intention de la personne, je vais chercher l'intention positive. Si à l'instant T, la personne n'est pas prête, eh bien, je lui dis: «Je dénonce le jeu. Je constate que, pour l'instant, voilà, tu ne souhaites pas, voir les choses d'une manière différente. Je constate que» donc je dénonce le jeu et je lui dis: «C'est peut-être pas le moment. Ce que je te propose, c'est qu'on en reparle plus tard». Un point fondamental en complément, on ne change jamais personne. Je crois que d'ailleurs on en a parlé lors de cette intervention. On ne change jamais personne. Par contre, vous pouvez changer la relation que vous entretenez avec la personne. Une relation, c'est comme une corde qui est tendue entre deux Oui. personnes. Chacun tient son bout de corde. Je ne peux pas le tenir à ta place, Christelle. Par contre, moi, je peux modifier comment je tiens ma corde. C'est-à-dire que nous avons toujours cette liberté d'agir et de refuser de se faire mal. Alors oui, et pour juste conclure là-dessus, il faut aussi savoir que, nous choisissons certains partenaires de jeu. Parfois, c'est pas un hasard, en fait, si on est hameçonné et voilà et on constate, que, oui, effectivement, tiens, mais pourquoi, cette personne joue toujours avec moi? Mmh, il y a peut-être, chez vous aussi, une capacité à vouloir être aidant, voire sauveur. Peut-être que, lorsque la personne joue avec vous, eh bien, vous avez tendance à aller lui confirmer ses croyances. Mais il faut savoir aussi qu'on choisit ses partenaires de jeu. Beaucoup de commentaires, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Comment faire comprendre à un collègue, gentiment ou d'une manière neutre, qu'il rentre dans les choses qui ne le concernent pas et que ça énerve beaucoup Christiana? Christiana, on aurait besoin d'avoir, plus de détails là-dessus, mais peut-être que, en tout cas, alors je veux peut-être passer à côté, mais allez, je teste. Il y a peut-être du sauveur chez votre collègue, Christiana. Il y a peut-être, voilà, une énergie sauveur et donc allez chercher cette intention positive, en le remerciant voilà, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans votre vie, voilà, que vous y voyez un véritable intérêt pour vous, que cette personne s'intéresse à vous et expliquez-lui de quoi vous avez besoin, vous, exactement. Barbara qui nous dit, en fait, c'est la même chose que la CNV à bien des égards. Oui, il y a alors il faut savoir, évidemment, ce sont toutes ces écoles sont les écoles humanistes, donc elles trouvent toutes, leurs origines, leurs mêmes sources. Hem, je dirais que, ce qu'il y a de commun avec la CNV, c'est cette approche compassionnelle. C'est de se dire: «Mais acceptons-nous avec nos imperfections, acceptons les maladresses». C'est vrai que c'est pas agréable de recevoir une volée de bois vert, parfois par son patron. Évidemment que c'est pas agréable. Accordons-lui ce crédit d'être maladroit dans la manière de formuler les choses et surtout accordons-lui le crédit
de pouvoir se corriger. Et en plus du fond, il y a un point commun entre la CNV et le triangle compassionnel. C'est que le protocole est en fait très simple sur le papier, mais demande un travail sur soi-même qui, par contre, doit être accompagné et on doit s'entraîner à ça. C'est-à-dire que dans les situations que nous vivons, c'est pouvoir les détecter, en prendre conscience et rectifier son comportement pour pouvoir agir ouvertement et, je dirais, constructivement. Et ça demande de l'entraînement. Christophe nous dit qu'il trouve aussi que cela englobe la communication non violente. Ouais, merci En- Christophe. Une dernière peut-être, Il y en Cécilia, a parce que je encore vois que… beaucoup. Je vous inviterai à nous contacter après le webinaire pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Oui, n'hésitez pas. Une autre Il y a les coordonnées. Vous avez les Comment coordonnées. dire à son manager que c'est à lui de prendre ses responsabilités et d'arrêter de faire la victime. Oh, c'est beau ça. Le protocole compassionnel fonctionne aussi en V+, avec notre manager. Juste des remarques parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Merci pour la qualité de ce webinaire, l'accroche, la démarche. Le contenu ont été constructifs, pragmatiques, basés sur le jeu d'une réalité pertinente. Ce jeu d'action-réponse, ce rapport était vraiment agréable et avec un très grand rythme. Bonjour. Merci pour tout. Il y a vraiment beaucoup de questions. Je pense qu'on va les traiter peut-être en dehors du webinaire parce que on n'aura vraiment pas le temps, donc on va conserver vos commentaires. J'ai pris une petite posture victime, là. Je ne sais pas si vous avez vu. Je dis désolée. Il y a la tête qui va avec. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter après le webinaire pour qu'on puisse échanger sur toutes vos remarques parce que vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Et merci pour tous vos commentaires. Un grand merci d'avoir suivi ce webinaire et on vous dit à très bientôt peut-être. En tout cas, ce sera avec plaisir pour nous. Au revoir. Au revoir.